Bienvenue au podcast Chanter ma vie, le podcast qui vous plongera au cœur de l'art de chanter. On va parler de techniques vocales, de trucs de pro et de tout ce qui entoure cet univers fascinant. Que vous soyez un chanteur passionné, un curieux de l'art vocal ou simplement quelqu'un qui cherche à découvrir l'envers du décor de la vie des chanteuses et des chanteurs, ce podcast est pour vous. Bonne écoute! Bienvenue au podcast Chanter ma vie. Alors aujourd'hui, je suis vraiment contente de recevoir Alex Paquette. En plus, on est presque des voisins. Exact. En direct de Verdun. Verdun Beach. Excellent. Fait que je vais faire un petit résumé de tes deux projets. Ouais. Puis ensuite, on embarque dans le vif du sujet parce que j'ai des questions bien croustillantes. Vous allez aimer ça. Alors, d'abord, on va parler de Franc-Bâtard. C'est ton premier projet que tu as fondé en 2009. Donc, t'écris Franc-Bâtard est un groupe dont les membres viennent de divers horizons, incluant le Québec, l'île de la Réunion et l'île Maurice, inspiré par le concept de bâtarcité du poète et chanteur réunionnais Daniel O'Haraud. Ça, est-ce que tu peux m'en parler un peu? Ça veut dire quoi, ça? Ben oui. En fait, c'est un poète qui fait la musique traditionnelle à l'île de la Réunion, qui a dit dans une de ses chansons « Je ne suis pas blanc, je ne suis pas noir, je suis de la nation des Francs-Bâtards ». Alors, le terme vient de là. Et comme notre drummer, son père vient de l'île Maurice, que l'autre chanteur, il chante en créole réunionnais, vient de l'île de la Réunion, il est arrivé à 20 ans. On avait des gens de France aussi, on a eu des gens du Mexique, du Panama. Donc on trouvait que le nom fitait bien avec l'univers qu'on représentait, là, et nos valeurs aussi. C'est ça, donc vous mélangez les styles comme le reggae, le ska, le rap et la musique du monde, dans le fond, c'est ça? C'est ça. Il y a beaucoup il y a un petit peu de la musique des îles aussi, du fait qu'on a des gens des îles. Ouais. Donc un petit peu de musique de l'île Maurice et de l'île de la Réunion, mais principalement de la musique festive en général, même funk, musique latine. Donc ça, c'est Franc-Bâtard, ton premier projet. Et là, 10 ans plus tard, 2019, tu as débuté ton projet solo qui est appelé du reggae ska nordique. Donc, tu as pris une pause un petit peu de Franc-Bâtard à cette époque-là. Puis, tu dis, ta musique solo est une rencontre improbable entre d'ici et l'ailleurs. Un métissage entre les conifères du Nord et les rythmes du Sud, entre la langue d'ici et des messages universels. On sent les influences de Manu Chao, des Colocs et de Jean Leloup dans ses chansons festives et engagées. Depuis la sortie de son premier album en 2019, il a présenté son spectacle à plus de 70 reprises au Québec et en Europe. Bravo, vraiment. Et ensuite, son deuxième album, Reggae de Verdun, sorti en février 2022. Il a déjà donné plus de 100 concerts, incluant 2 tournées européennes, 2 tournées au Chili et de nombreux concerts au Québec et au Canada. Je suis vraiment impressionnée. Bravo. Je pense que c'est de la musique festive, c'est de la musique que tu as le goût d'aller présenter en spectacle. Fait que je pense qu'on fait de la musique beaucoup pour faire de la scène. Dans ce style de musique-là, je défends des valeurs, je défends des idées, mais j'aime vraiment faire de la scène. Puis je pense que d'office, si je crée un nouvel album, c'est pour aller le présenter le plus possible. T'es déjà en train de penser comment qu'on va le présenter sur scène. Exact. Les versions diffèrent un petit peu. Là. On se dit tout le temps, il faut faire des chansons avec un nombre de temps et tout ça. Mais c'est sûr que j'aime ça, avoir une belle mise en scène puis avoir un spectacle monté pour présenter au public. Cool. Il faut que j'aille voir ça. Tu vas-tu jouer à Verdun bientôt? À Verdun, non, mais j'ai quelques concerts à Montréal. OK, cool. Parfait, tu pourras les annoncer. En fait, tu peux les annoncer tout de suite, si tu veux. Pour Montréal, avec Franc-Bâtard, on joue à la Sala Rossa le 23 août. Yes. Et au Fofone électrique le 5 septembre. Puis pour mon projet solo, je joue le 1er août au Quai des Brumes avec Orchestra Psychotropica, qui est un groupe que je fais venir du Chili pour une tournée au Québec. Wow! Très cool. Donc, on manque pas ça. Nice! Alors voilà, ça c'était la bio. On rentre dans le vif du sujet. Donc, ça fait comme, je sais pas, quelques années qu'on se suit mutuellement sur les réseaux sociaux. Puis là, je check ce que tu fais. Je suis comme, wow, c'est dans ma hot. Puis la première chose qui m'a vraiment impressionnée, c'est ton booking. Tu sais, c'est fou. Tu joues comme, t'es indie, mais t'es booké partout. C'est vraiment cool. Bravo. Puis, dans le fond, ma question, beaucoup d'artistes trouvent difficile de booker des tournées, surtout, tout en restant indépendant. Donc, ce serait quoi ta stratégie pour organiser des concerts au Québec, en Europe, au Chili? Mais je pense que, en fait, c'est très difficile au début, mais qu'avec le temps, plus que tu en fais, plus c'est facile, parce que tu peux rejouer au lieu que tu as déjà joué si ça s'est bien passé. Donc, quand j'ai commencé, ça fait 15 ans, c'était pas par choix, je faisais le booking parce que dans le groupe, personne n'est du milieu du spectacle, il fallait que quelqu'un le fasse. J'avais un peu le leadership du groupe à ce moment-là, puis j'étais là, je vais nous en trouver des concerts. Alors, les premières années, on a surtout joué à Montréal. Puis là, tranquillement, avec le bouche à oreille, on a eu des offres un petit peu autour de Montréal.
Puis ce que j'ai fait pour nos premières tournées, c'est que j'ai regardé des groupes qui nous ressemblaient beaucoup, soit en Europe, pour notre première tournée en Europe, j'ai dit, bon, quel groupe que moi j'aime, avec qui on a le même genre de musique, où est-ce qu'ils jouent? Et j'ai écrit à toutes les salles où eux avaient passé dans les dernières années. Puis sur 150 courriels, j'ai peut-être eu 4 réponses de oui. Mais là, j'ai commencé ma tournée, mettons, en Europe à partir de ces 4 réponses-là et en structurant autour. Puis pareil au Québec, je regarde les groupes. Je vous conseille de faire ça, en fait, vous regardez quel groupe joue où, qui me ressemble, quel groupe joue avec qui j'aimerais jouer. T'écris à la fois au groupe à qui t'aimerais jouer, t'écris à la fois aux salles où les groupes que t'aimes jouent. Puis au départ, ça va être des premières parties, ça va être des plus petites salles, mais plus que t'en fais, après 15 ans, la moitié de mes concerts, c'est dans les lieux que j'ai déjà joué dans le passé, puis que j'ai établi une relation là, avec les diffuseurs. Fait que là, mettons, quand t'as envoyé 150 emails en Europe, là, t'as eu 4 salles, ça donnait-tu qu'ils étaient proches l'une de l'autre, ou ça a été... Non, notre première en tournée en Europe, là, c'est en 2015. Elle était pas logique? Pas du tout. En fait, on est allé de la Bretagne, mettons, qui est dans le nord-ouest de la France, jusqu'au Pays Basque, qui est dans le sud, et dans le nord de l'Espagne, dans le sud de la France. Puis on a fait Pays Basque, Bretagne, Pays Basque. Donc c'est 12 heures, 12 heures. Donc pas du tout logique, mais je voulais pas avoir de journée off. Alors, puis d'ailleurs, il y a ces concerts-là qui avaient presque personne, c'est la première fois, tu sais. Alors on a fait des fois des 12 heures de route pour jouer devant 10 personnes, 15 personnes. Mais dès qu'on est retourné en 2018, là, on a eu une tournée qui faisait beaucoup, beaucoup de sens parce que la majorité des lieux où on avait joué ont voulu nous rebooker. Et on s'était fait des amis avec des groupes européens, des groupes qui ont leur public là-bas, donc ils nous ont invités sur leurs concerts. Je peux parler de Scarbone 14, un groupe du Belgique que j'adore. Allez écouter Scarbone 14. Chaque fois qu'on va en Europe, ils me bookent 2-3 shows avec eux, où il y a beaucoup de monde en Belgique. Alors là, pour la Belgique, première personne à qui j'écris, c'est au groupe Scarbone 14. Avez-vous des dates? On peut-tu embarquer? Nice. Eux, quand ils sont venus au Québec, je leur ai booké une dizaine de concerts parce que ils m'ont booké plusieurs fois là-bas. C'est ça, fait que vous vous aidez entre bands. Ah, esprit de communauté. Bon, ça, la collaboration. OK, nice. Puis comme, je reviens encore à ton 4 shows par rapport. Est-ce que, parce que je sais qu'au Québec, il y a des subventions pour les tournées, des fois. C'est pas nécessairement facile de les avoir. Je sais pas, j'ai jamais essayé. Est-ce que tu as utilisé ça pour essayer de payer? Parce que ça commence à coûter cher. Puis si tu avais 15 personnes, ça va pas nécessairement rentrer dans tes frais, là? Non, mais en fait, finalement, la tournée n'a pas été si pire que ça. On a fait 16 concerts. Ah, OK. Ça a commencé par 4 réponses positives. Finalement, il y en a 12 autres qui sont rentrés. Exact. Okay. Puis en fait, à partir des salles qui m'avaient dit oui, j'ai dit, y a-t-il d'autres salles dans votre région? Tu sais, je me suis servi aussi de ces contacts-là pour en amener d'autres. Puis quand on a annoncé nos premières dates, ça a fait que, des gens avaient des amis en France qui ont dit, venez donc dans telle autre ville. Finalement, on a joué en Belgique, en Suisse. Ça s'est-tu booké pendant que vous étiez là? Non, pas mal avant, mais même la semaine avant, on a booké des dernières dates. Oh, wow. On a eu au moins 3 annulations de dernière minute. On est arrivé, puis nos 2 premiers shows ont été annulés. On était là, ça commence mal. Oh non. Mais au final, on a fait 16 concerts en 20 jours, donc ça a valu la peine. Mais il y a clairement le refaire, il y a des dates que je ferais pas, là, tu sais, qui étaient beaucoup trop de temps, mais à l'époque, on était motivés, incroyable. Alors, il fallait le faire, puis on l'a fait. Mais je me souviens plus sur ta question. Non, mais c'était juste comme, est-ce que vous avez rentabilisé les oui, coûts? Oui, les subventions. Mais en fait, les 2 premières tournées, on a eu Logic. C'est une tournée, c'est l'Office Québec-France. Okay. Eux, ils payent 70% environ de ton billet pour un maximum de 700 $. Alors, ça paye pas rien là-bas, mais ça paye une aide pour en fait, c'est ça, pour le billet d'avion. Par 700 $ par personne? Ouais, exact. OK, vous êtes une gang. On est allé à 7 ou 8, je me souviens quand même, hein, c'est ça, parce que c'est dispendieux, là, une tournée à 7-8. Là. Surtout, faut que tu loues une van. La première fois, on avait même un chauffeur parce que c'était avant les cellulaires GPS, tout ça. On a engagé quelqu'un là-bas à pas cher, là, 75 $ par jour, je pense, pour venir en tournée avec nous, mais chauffer, tu sais. Ouais. Il fallait une van 9 places, l'hébergement quand t'es beaucoup, les journées off. C'est pour ça qu'on a fait 16 shows en 19. On voulait pas avoir de journée off qu'on payait pour l'hôtel, tu sais. Fait qu'on a dit, on va faire des concerts, même s'il y a pas grand monde, au moins souvent t'es logé, t'es nourri, t'as l'alcool, t'as une belle soirée. T'es logé par la salle? T'es pas mal toujours logé, ouais. Ah ouais, wow. Fait que là, ça, quand, mettons, là, c'est sûr, là, j'étais un peu, je t'utilise, là. Ouais, vas-y. Je suis très, comment on appelle ça? Égocentrique, non?
Parce que j'aimerais ça, moi, dans mon vision board, Ouais. faire une tournée en Europe pour mon nouveau projet en français. Puis je me dis, comme là, j'étais allée 2 semaines en France, puis Ouais. ils m'ont booké un show, tu sais, on the Ouais. spot 5 jours d'avance. Là, c'était Ouais. cool, mon premier show à Paris. Mais comme, il n'y avait pas besoin de payer mon logis, là, Je et comprends. je leur ai rien coûté, là. Je leur ai offert Mais la un réalité- show. Habituellement, ils sont censés... Ben non, mais Non? oui, mais non, au sens où les concerts en ville, c'est un peu comme quand tu joues à Montréal ou dans la ville de Québec. Souvent, les diffuseurs vont pas payer l'hébergement si t'es pas un groupe OK. très connu, Très par connu, exemple. ouais. Donc, nous, c'est pareil quand on va jouer en Europe. Malheureusement, Paris, moi, c'est rendu que je vais jouer moins là parce que c'est les moins bonnes conditions. Parce que OK. il y a 1 million de bands là-bas, ils sont tous bons. Tout le monde est artiste et tout le monde veut jouer partout pour des Pour pinottes. rien, ouais, c'est ça. Fait que tu te bats contre des groupes meilleurs que toi. Puis, tu sais, faudrait. Si t'es prêt à aller faire de la tournée en région, faire de la route, il y a beaucoup de gens qui sont pas prêts à faire ça. Alors, nécessairement, premièrement, les gens vont se déplacer parce qu'il n'y a pas 50 événements dans chaque ville à chaque soir. Mm. Alors que si tu joues à Paris, ben, t'es en compétition avec, je sais pas, il doit y avoir 1000 concerts par soir, là. Ah ouais, ça n'a pas de bon sens. Même un lundi soir, tout est plein. C'est Là. Moi, ça. ça me Fait que le fascine. diffuseur, il ne se sentira pas obligé de te donner un petit Ah. repas, puis un verre de vin, puis un hôtel, parce qu'en réalité, tout le monde veut jouer là. Tu sais. OK. Fait que faut Moi, peut-être je des amis à conseillerais, Paris. Faut peut-être... ou tu as de la famille à Paris. Après, c'est un puis- incontournable. Donc, c'est peut-être le concert qui va être moins payant, mais c'est bon quand même de jouer là parce qu'il y a beaucoup de gens. Tu sais. C'est ça. Mais c'est sûr que ça ne sera pas les meilleures conditions. OK. Fait que même les gens en France ou en Europe, en région, quand même les artistes de là, ils sont pas tant game d'aller en région. C'est ça que tu me dis? Ben, il y a- Fait mais en ils font pas général, l'effort même tant au que ça. Québec, que, ouais. moi, je joue souvent en Abitibi, je joue souvent en Gaspésie, c'est à Côte-Nord. Il faut que tu fasses 8 heures de route. Donc, il y Ouais. a beaucoup de groupes qui ont une famille, les groupes ont des enfants, les musiciens. Ouais. Ils veulent peut-être plus partir faire 8 heures de char pour faire 2 concerts. Puis dans le fond, hypothéquer toute leur fin de semaine quand tu es en famille. Là. Ouais. Fait que je pense que ceux qui sont prêts à le faire, on a la chance que il y a moins de compétition, donc il y a plus de gens qui vont aller à la découverte de la culture, aller, même s'ils connaissent pas le groupe, aller voir c'est quoi. Ouais, Je trouve qu'en ville, on fait un petit peu moins ça. Il y a des salles cool comme le Quai des Brumes que les gens y vont. Mais si tu joues dans une salle qui n'a pas de clients réguliers, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont aller découvrir ce que tu fais. Ouais. Alors que si c'était l'événement qui se passe en Abitibi, nécessairement le monde, ils vont aller voir. Puis Ben ça se oui. peut qu'ils trippent. Puis là, quand tu y retournes, ils reviennent, puis il y a des nouvelles personnes. Là, ils ont amené leurs amis. Puis, Exact. ah oui, OK. Fait que c'est le même conseil, dans le fond, Europe, Québec, aller en région Ouais. pour le booking à la place de... Je dirais maximiser son Ouais. temps, donc oui, avoir le plus de concerts possible, mais aussi être prêt à aller peut-être dans des places où on connaît moins, où on se dirait pas qu'a priori. Il y a des artistes qui vont dire « Ah, j'ai pas beaucoup de public en Abitibi, j'irai pas là. » Mais en même temps, si tu veux développer, t'es peut-être mieux d'aller dans des places où t'as pas beaucoup de public, puis les gens qui sont là, c'est du nouveau public. C'est des Ouais. nouveaux fans. Ah, wow, c'est très cool. Vraiment, t'as vraiment une autre perspective. Moi, je suis bien dans les réseaux sociaux, puis comment reach des nouveaux fans, mais genre sur Instagram, mais dans le fond, en personne, là, des fois, c'est the best, c'est la meilleure façon. C'est sûr, tu touches moins de monde, mais peut-être que les gens que tu vas toucher, ils vont rester, Ils sont puis ils plus vont être investis, fidèles. Ouais, ben c'est oui. ça. Tu sais, en musique, quelqu'un qui avait dit ça, je pense que c'est par rapport à la musique plus métal, rock, il disait si t'as 1000 fans qui sont prêts à mettre 100$ par année sur ton projet, t'as 100 000 par année d'entrée Ouais. avec 1000 fans. Alors qu'il y a des gens qui ont 1 million de fans, mais leurs fans vont malheureusement pas être prêts à mettre 10 ou $15. Ils vont peut-être acheter un t-shirt aux 5 ans ou aller les voir en concert de temps en temps. Mais c'est Alors pas que le- si ouais. t'as 1000 fidèles, Ouais. tu regardes les gens qui écoutent du métal, ils ont tous des t-shirts des groupes qui supportent. Ah Tu ouais, vas ouais. voir 1 million de t-shirts d'Iron Maiden ou de Metallica C'est partout. fou. Alors, ça vaut peut-être la peine, si ton but, c'est vraiment de gagner ta vie avec la musique et tout ça, c'est d'avoir des gens qui trippent vraiment sur ce que tu fais, puis t'as pas besoin d'en avoir des millions. Là. Si t'en as 1000, 10 000 fidèles qui sont prêts à venir à tes concerts chaque année, ça va bien se passer quand même. Là. Ouais, c'est ça, être plus niché un peu dans le style. Nice, je vais juste vérifier que... OK, tout va bien. Bon, excusez, je suis la régie en même temps. Nice, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Puis le Chili, c'est arrivé comment, la tournée au Chili? Même Chili, chose? Un petit peu, je dirais, même conseil que je donnerais, c'est il y a un groupe du Chili qui est venu au Québec en tournée. C'est à l'inverse, en fait, qui est arrivé avec le Chili. OK. J'ai fait 2 fois des concerts avec eux.
On s'est super bien entendu. Fait que là, on continuait à s'écrire sur les réseaux. Là, je dis, j'aimerais ça venir au Chili. Puis justement, j'avais le risque financier, tout ça. J'ai dit, je vais venir en solo pour la première fois. Puis je vais utiliser des musiciens du Chili. Donc j'avais 5 ou 6 musiciens la première fois que je suis allé au Chili. C'était tous des Chiliens. Alors, les seuls coûts que j'ai eu à payer, ça a été mon billet d'avion, que j'ai eu une petite subvention pour le billet d'avion, encore une fois. Puis, rendu là-bas, j'avais pratiquement pas de coûts. Alors, parce que j'étais dans la van du groupe du Chili. Et on faisait les premières parties d'un groupe du Chili à tous les concerts. Alors, ma première tournée, j'ai juste suivi un groupe. J'ai embarqué dans la van. J'avais mes musiciens. Alors, j'ai presque pas eu de dépenses. Puis, je vendais ma merch, je vendais mes CD, mes vinyles, tout ça. Fait que je suis arrivé à peu près kiff-kiff là, au Chili la première fois. Puis, quand je suis retourné, même chose. J'ai retourné dans les lieux où ça a bien été. J'ai joué avec des nouveaux groupes avec qui ça avait bien été. Alors, la première tournée, j'avais fait 5 concerts. J'étais resté dans 3 régions. Alors que la deuxième tournée, j'ai fait 8 concerts. Puis là, j'étais allé du sud au nord du Chili. Wow. Ouais, ça a été comme... même on était allé dans des places que les groupes du Chili avaient jamais joué eux-mêmes. Ben oui, même concept qu'au Québec. Là. C'est comme plein de pays là, différents. Même le Chili, la température change, les paysages changent. Oui, là. en Patagonie. Patagonie, dans le sud du Chili. Il y a de la neige, il y a l'hiver, tout ça. Puis, à des places comme à Valparaiso, j'ai joué beaucoup, il pleut jamais pendant 2 mois l'été. Alors, c'est des climats complètement différents. Puis, des publics vraiment différents. Le public au sud du Chili, qui est beaucoup autochtone, a une vibe différente que le public dans le nord du Chili, c'est plus le désert. Là. Alors, c'est vraiment à travers le même pays, tu as des expériences de concerts trop nice. Assez différentes. Ouais. Wow! Incroyable. Ma prochaine question, c'est celle-là qui te faisait grincer des dents un peu dans ce... Comment gères-tu la promotion de tes tournées et de tes albums? Est-ce que tu utilises les réseaux sociaux, des newsletters ou d'autres outils? Ouais. On s'est parlé un petit peu quand je suis arrivé, puis je disais qu'il y a 1 an ou 2, j'aurais répondu facilement à cette question-là, mais que je trouvais que les réseaux sociaux, c'était rendu tellement difficile, que ça avait tellement évolué. Puis moi, je m'en viens plus vieux, là. Je vais avoir 37 ans. Alors, j'ai de la misère à suivre les réseaux sociaux. Ça change à chaque mois, là. C'est fou, là. Avant, je faisais un post juste de dire « Hey, je m'en vais en tournée au Chili. » C'est quand même extraordinaire, là. Je suis chanceux. C'est pas tout le monde qui va en tournée au Chili. Alors, j'avais des centaines de likes. Puis ma dernière tournée, je dis « je m'en vais au Chili, tout ça. » Je pense que j'ai eu 20 likes. Puis je poste une photo de moi qui mange des Oreos en disant une nouvelle sorte d'Oreo. Puis j'ai 140 likes. Fait que là, je suis comme... Oh my God! Faut que je parle de bouffe. Mes concerts, ils ont plus de valeur, tu sais, je trouve. Puis, non, mais c'est parce que les gens n'ont pas vu ton post. Clairement. Ça s'est pas rendu, c'est ça, pas parce que le post n'est pas intéressant. C'est parce que là, l'algorithme, il est weird. Il ne met pas devant les bonnes personnes où ils veulent que tu achètes de la pub. Ils veulent que tu boostes ton post pour leur donner de l'argent. Non, je te plus que j'ai de fans sur Instagram, tu sais, mettons, mon profil personnel sur Instagram, j'avais, je sais pas, 1000 fans au début, puis ça touchait 300 personnes quand je postais. Là, je suis rendu à plus de 4000 fans, plus de 6000 sur Facebook. Puis maintenant, si je réussis à toucher quelques centaines de personnes, c'est bon. Effectivement, il faut que tu mettes de l'argent. Puis là, il faut que tu mettes de l'argent. Puis là, tu touches à peine aux gens qui te suivent déjà. Alors là, je pense que je suis pas prêt encore à accepter de payer beaucoup d'argent pour toucher des gens qui finalement veulent me suivre. Oui. Payer pour toucher des nouvelles personnes, ça me dérangerait pas. Payer pour toucher genre à... Ceux qui te suivent déjà. Ceux qui me suivent déjà, même à mes amis, à ma famille. J'ai des gens qui me demandaient, tu sais, Franc-Bâtard, ça fait presque 15 ans, puis j'ai des gens qui me demandaient « Ah, ça roule-tu encore? » Puis je suis là, voyons, je poste tout le temps nos spectacles, puis c'est des gens qui venaient à nos concerts, mais ils tombent plus du tout sur nos publications. Mais c'est saturé. L'Internet, les réseaux sociaux sont saturés. J'écoute plein de podcasts là-dessus, là, puis essayer de passer à travers le bruit. Non, fait que c'est pas tout ça pour dire, c'est pas les réseaux sociaux. Donc, tu fais quoi, les newsletters? T'as-tu des courriels de tes fans? Non, ça reste les réseaux sociaux quand même, mais je trouve que je réussis moins bien. Ça fait pas qu'il y a moins de monde au concert nécessairement, parce que je pense que les pages des lieux où je joue, eux, ils engagent des gens, ils ont du bon contenu. OK. Moi, récemment, avec mon projet, j'ai engagé quelqu'un pour qu'il nous aide sur les réseaux sociaux. Oh, pour qu'il nous donne des idées de quoi poster, pour qu'elle fasse des montages un peu plus mieux que ce que je pouvais faire. Ce qui est drôle, c'est qu'avec Franc-Bâtard, on est à la base un groupe d'étudiants en cinéma, donc qui était très média, mais 15 ans plus tard, forcé de constater qu'on a encore de la difficulté à suivre, vu que ça a évolué, puis que nous, on est des gens
très sociales, tu sais, qui sont beaucoup dans le vrai, qui font beaucoup de vrais concerts, tout ça. Et la moitié du groupe sont pas sur Instagram, 0 personnes du groupe sont sur TikTok, sauf moi. Une chance! Hey, si t'avais pas été sur TikTok, là... Non, mais c'est ça. Donc, quand c'est le temps de dire, ben, faudrait repartager, les musiciens qui jouent, eux, des musiciens qui ont étudié en jazz à l'université, qui continuent à aller dans les bars le soir, tout ça, ils sont pas sur les réseaux sociaux. Alors là, on pédale un peu avec ça. Là. Mais la difficulté. Tu penses encore que c'est la bonne façon, les réseaux sociaux, de promouvoir? Je pense qu'il faut quand même trouver un équilibre. Il y a des salles qui recommencent à demander des affiches physiques pour afficher. Parce qu'avant, il y en avait tellement que ça, c'était l'inverse. C'était saturé. Tu te promenais à Montréal, il y avait tellement d'affiches, tu ne regardais plus. Mais là, vu que personne ne le fait, tu t'en vas en Abitibi, tu vas à l'épicerie, il y a 2 affiches de concert à Rouyn-Noranda, par exemple, qu'on aime jouer. Bien là, je vois ma face en arrivant à l'épicerie, je me dis, bon... Ça veut dire que ça a valu la peine quand même. Ouais, OK. Fait que les retours au papier... un équilibre. Puis le bouche à oreille. Bouche à oreille. Ouais. Tu n'utilises pas de newsletter, ton site Internet, non? J'ai pas de site Internet. Ah! OK. C'est bon. Ah ouais, c'est une particularité. Wow, c'est incroyable. Ouais. OK. Puis, ma prochaine question. Comment as-tu vu ton public évoluer au fil des ans? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que tu as remarqué... tu l'as dit un peu tantôt entre le public chilien, même au Chili, il y a des différences, mais genre québécois, européens, chiliens, mettons qu'on spread ces 3-là qui sont tes ouais, il y a beaucoup de gens qui nous ont suivis dans le temps, ça c'est cool, parce que veux pas, on a commencé début vingtaine, là on arrive à mi-trentaine, il y a des gens dans notre groupe qui sont plus jeunes aussi, puis il y a des gens qui on a vu en concert, qui nous ont vu en concert 50 fois peut-être, parce que ils nous voient 1, 2, 3 fois par année, depuis maintenant 15 ans, là, tu sais. Fait que ça, c'est cool. Mais je trouve notre public a un petit peu vieilli aussi en même temps que nous. Peut-être plus de difficultés à aller chercher des plus jeunes, là. On a beaucoup de 25, 45, mais on n'a pas beaucoup de en bas de 25, mettons. OK. Puis je pense aussi, je connais pas bien ça, mais je suis pas sûr qu'il y a tant de jeunes de moins de 25 ans qui sont à fond dans le ska, la musique latine festive. Donc, peut-être que c'est un marché que non seulement on réussit pas à toucher, mais qui connaissent pas vraiment ce qu'on fait. Tu demandes des fois, je prends des covoitureurs, en fait. Puis moi, je fais une étude de marché quand je prends mes covoitureurs. Puis l'autre jour, j'avais 3 gars jeunes, cool, avec des tatous, un peu hipster, puis tout ça. Puis là, je leur dis, hey, vous écoutez quoi comme musique? Puis, en fait, ils écoutaient des playlists Spotify, mais ils étaient pas capables de me nommer des groupes québécois. Ils savaient pas c'était quoi du ska, reggae, Bob Marley. Puis je leur demandais dans quelle salle de spectacle vous allez voir vos spectacles. Puis ils disaient, Place Belle, tout ça. Mais si je leur parlais, mettons, de la Source de la Martinière à Québec, ou de l'Antilles, ou du Quai des Brumes, ou ils ne connaissaient rien du tout de ça. Puis je me dis... Ça, c'est du monde de Québec? C'était entre Québec et Montréal. Donc il y en avait un de Montréal, un qui déménageait à Québec. Okay. J'étais comme... Puis c'est quelque chose que je fais souvent, tu sais, dans ma famille, tout ça. Ben, je leur demande... Puis les plus jeunes, c'est un monde différent, justement, qui découvrent beaucoup grâce à TikTok, tu sais. Ouais. Je pense que ça, c'est un manque que j'ai de mon côté. Mais c'est aussi une réalité que cette musique-là, il y a eu des vagues. Par exemple, le ska, il y a eu 3-4 vagues de ska, avec chacun de leurs particularités, qui amenaient beaucoup de monde. Puis je pense que là, on est un peu dans une creux de vague où cette musique-là va pas nécessairement toucher aux jeunes. Pourtant, c'est festif, ça parle de faire la fête, souvent c'est contestataire, ça parle d'égalité. Une petite danse TikTok, là, ouais, sur ta toune, là. Sûrement que ça marcherait. Ouais. C'est peut-être ça qui nous manque. Non, mais je sais pas, là. Mais, j'aurais pas cru. J'imagine justement parce que c'est festif que ça... Mais on dirait que les festifs, c'est encore le monde de début trentaine. Ouais. Puis ça se voit dans les bars. Moi, j'ai été booker au Fofone électrique à l'hémisphère gauche. J'organisais des concerts. Le monde qui font la fête dans les shows de musique. Ouais. Je dis pas que dans les soirées DJ, c'est ça. Ouais, dans les shows de musique, musique latine, même afro-beat, tout ça. C'est pas si jeune que ça, là. Ah, ouais. Wow, OK. Fait que ça sort plus, ça sort moins ou non, mais ça sort, mais je suis sûr qu'ils sortent, mais je sais pas où. Mais c'est juste... Dites-nous-les dans les commentaires, où c'est que vous sortez, là. Ce serait intéressant de savoir les salles, puis les... Ben, c'est sûr que dans le rap, même dans le rap québécois, il y a beaucoup de jeunes qui suivent. Ça, c'est évident. Je pense qu'ils remplissent des salles. Je pense les DJ aussi. Ouais, c'est ça. Beaucoup. L'électro.
Je serais curieux de savoir quel groupe, mettons, alternatif, reggae, ska, de musique festive. Peut-être faire du électro-ska? Peut-être. Mais il y a beaucoup ça dans le reggae, mais moi, c'est moins ma vibe. Ah ouais? C'est moins ta vibe, ouais, c'est ça. Des fois, il faut comme... Comment qu'on se modernise tout en restant nous-mêmes? Ça, c'est une autre très, très bonne question. Je t'étais pas écrite, mais qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu veux rester dans ton truc, puis à un moment donné, ça va... Ceux qui m'aiment me suivent, ou genre t'adapter au marché? Je suis quand même en adaptation, au sens où... dans nos nouvelles chansons, on a décidé de faire des chansons un peu plus accessibles, d'essayer de toucher à plus de monde, en gardant une partie de nos chansons qui reste fidèle à nous-mêmes. Mais on se dit qu'avec quelques chansons plus accessibles, peut-être que les gens vont venir vers nous et écouter les autres. T'sais. Ouais. Alors, on a quand même fait le pari d'avoir, mettons avec Frambâtard, des chansons commercialisables ou un peu plus radiophoniques à travers un nouvel album qui n'est pas tout commercialisable, mais qui a 3 chansons, par exemple, qui sont plus grand public. Là, ouais. OK. Quand même. Est-ce que tu as... c'est pas dans mes questions non plus, là, j'ai juste d'autres questions qui m'apparaissent comme ça. Là. Est-ce que, vu que là, les techniques, c'est réseaux sociaux, OK, c'est une affaire, est-ce que tu utilises aussi comme les trackers radio avec tes chansons plus commerciales? Ouais. J'ai engagé pour mon projet là, à l'externe des relationnistes de presse, des trackers radio pour les singles dans lesquels je voyais plus de potentiel. Ça m'a permis quand même... ça s'est passé relativement bien par rapport au type de musique que je fais, au sens où, oui, j'ai joué un petit peu à la radio, un petit peu partout au Québec, un petit peu en Europe, un petit peu au Chili. Donc, il y a eu des résultats, mais c'est pas des résultats de musique. C'est pas comme la musique qui va jouer à C'est quoi ou à Énergie. Je suis pas sûr que c'est encore eu les grosses radios, mais j'imagine que oui. Que là, tu touches 100 000 personnes quand ta musique joue. Moi, j'ai été dans des radios communautaires, universitaires, dans des radios en région où, dans le fond, ils vont t'amener quelques nouvelles personnes qui vont t'écouter parce que il y a quelques personnes qui écoutent ces radios-là. Souvent, ils vont jouer de la très bonne musique, mais c'est pas ces radios-là qui sont écoutées du grand public. OK. Intéressant. Bon, on a de la visite là, dans le studio. Bonjour. Donc, là, tu m'as dit tantôt, j'avais une question que j'avais écrite hier, mais je ne savais pas, ton band Frambâtard, vous avez été signé, c'est ça? Puis ton projet à toi, t'es encore indie, dans le fond. J'ai toujours passé par des labels pour l'aspect administration. Okay. Parce que, dans le fond, il y a certaines subventions au Québec que tu n'as pas le choix de passer par un label pour avoir accès. Fait que moi, dans le fond, je fais tout le temps faire tout ce qui est contrat, demande de subvention par une équipe. Okay. Mais c'est moi qui me book moi-même, c'est moi qui fais ma promo, c'est moi qui engage mon tracker radio moi-même, tout ça. Par contre, là, pour Frambâtard, on a pris la décision, après 15 ans, de se trouver une équipe. C'était par choix, parce que on aimait ça, le côté indépendant, mais il y avait l'aspect de, moi, avoir 2 projets. Frambâtard, il y a des gens dans Frambâtard qui ont 8-10 groupes là, en même temps. Fait qu'à un moment donné, donc, il n'y avait plus personne tant que ça qui voulait lever la main pour faire le flyers lui-même, faire le tracking radio lui-même, écrire aux médias lui-même. Fait qu'on a pris la décision d'essayer d'avoir un label, puis ça s'est bien passé, on en a trouvé un. Fait qu'on travaille avec Slam Disc pour le nouvel album. Ça a amené une dynamique vraiment différente quand même pour la production d'albums puis tout ça. Donc, c'est une expérience différente. Puis je pense que les deux se valent. Les deux, il y a des bons côtés aux deux. C'est juste que dans le fond, plus que tu es indépendant, plus que c'est toi qui fait tout. Qui est travailleur autonome, qui a une compagnie. Ouais. Puis c'est quelque chose que j'aimais beaucoup et que j'aime encore. Mais le faire pour 2 projets, c'est mon oncle Serge, je pense, qui disait faire de la musique, c'est 70% pas faire de la musique. Puis je dirais même, si tu fais beaucoup de tournées en région, c'est 90% pas faire de la musique parce que tu fais 8 heures de voiture, puis finalement tu fais un soundcheck, puis ton spectacle, ça va être 1 heure, 1 heure et demie. Après ça, tu refais 2 heures de voiture. Puis entre-temps, il faut que tu fasses tes réseaux sociaux, il faut que tu fasses ta facturation, tes demandes de subvention, tu sais c'est quoi. Finalement, dans ta semaine, tu es peut-être sur scène, tu fais 3 concerts, 3 heures. Tu sais. C'est vraiment le reward, là, le show de toutes les heures que tu n'as pas fait ça. Exact. Plus les pratiques. C'est la récompense. Ouais, les pratiques, au moins, on fait de la musique, mais c'est quand même de la... Mais si tu fais 4 heures de pratique, 3 heures de show, tu as fait 7 heures que tu chantes, mettons que tu es chanteur. Ouais. Mais moi, je travaille plus que 40 heures semaine. Ah oui, clairement. On fait du 100 heures facile. Le nombre de temps que tu fais de la musique, alors ça, c'est à double tranchant. Par contre, quand tu es indépendant, tu as le pouvoir
sur ce que tu fais. Dès que tu rentres une équipe, ben, ils ont des demandes. Parce que si quelqu'un veut commercialiser ton album, il faut qu'il soit commercialisable. Il faut qu'eux, ils retirent quelque chose. Alors, même si tu as un label, moi, on est chanceux, on est à Slam Disc, pas un label très capitaliste, très ça, mais ils ont quand même des demandes qu'on peut pas faire n'importe quoi parce que eux, payent quand même. Payent. C'est leur job. Il y a des employés, oui. il y a une équipe, il faut qu'ils soient fiers du produit qu'ils vont présenter. Ouais. Donc, équipe égale, ça vient avec des demandes que tu reçois. Donc, ça, tu perds un peu le contrôle. Ouais, jusqu'à artistiquement. Ah ouais, juste que comme quand vous faisiez vos chansons, essayez donc de faire plus ça de même. Ou... Justement, d'avoir peut-être des chansons plus accessibles. Nécessairement, si ta musique, tu veux qu'elle joue à radio, tes chansons doivent durer moins que 3 minutes, moins que même 2 minutes 30 maintenant. C'est 2 minutes 30, ouais. Fait que c'est pour nous, mettons, qui font de la musique festive, on avait des chansons de 7 minutes, mais là, d'en faire une de... Full de solo. 2-3 minutes, exact. De jam dedans, là. On a des solistes, mais il faut faire des tunes, peut-être pas de solo... Puis c'est de trouver l'équilibre avec ça. Puis c'est normal, on le comprend bien. Mais plus que tu veux garder ton identité, plus que ton équipe est grosse, plus que c'est dur. Alors, j'imagine pas quand tu fais de la pop et que tu as une équipe de 10 personnes qui te disent comment t'habiller. Là. Nous, on n'est vraiment pas là. Mais juste d'avoir une équipe, ça vient avec des demandes. Puis, c'est ça, leur demande, ça a été OK, faites-nous genre 3 tunes que ça pourrait passer à la radio. Exact. Y a-t-il d'autres demandes? Mais nous, dans le fond, on est chanceux. Ça, c'était notre demande aussi. Mais tu sais, celui qui a créé Slam Disc, qui est vraiment venu avec moi en pratique pour nous donner des idées sur les chansons, tout ça. Spot, comme un... Il a pas fait ça pour toutes les chansons. Il a fait ça pour à peu près ça, 3 chansons. 3 chansons, OK. Sur l'album. Puis, il a donné des idées de on devrait peut-être faire ça. On n'était pas obligé de tout faire. C'était des idées. Mais comme c'est quelqu'un qui lui-même réussit bien, qui amène à plein de projets, tu sais, des idées à plein de projets, fait de la réalisation, mais ça c'est allé jusqu'à, cette tune-là, il faudrait réduire le temps, peut-être que ce bridge-là est un peu long, c'est-tu nécessaire, c'est telle affaire. Okay. Fait qu'on en a pris, on en a laissé, mais oui, ça devient vraiment de travailler avec une équipe jusqu'au point qu'il soit sur place, à t'épauler, mais aussi à parler de, si on veut que cette chanson-là joue dans une émission de télé, ça peut pas être juste une chanson pas de refrain. C'est des niaiseries, mais d'en parler. Ouais. Nous, avec notre parcours, je joue tout avec des musiciens, sauf l'autre chanteur, par exemple, de Frambâtard, pour Frambâtard, qui sont universitaires, qui ont un parcours de créateurs, qui ont une vision de la musique. Puis là, quand tu arrives dans le marché, ça peut clasher quand même. C'est la musique business, là. C'est pas juste... c'est qu'il faut que tu fasses de la musique pour les autres. Ouais. Quand tu es universitaire, tu peux faire de la musique pour toi, mais personne va dire « fais de la musique pour toi qui va plaire à un public très niché. » En fait, tu peux le faire, mais fais-le par toi-même. Si tu veux une équipe qui va t'épauler, faut qu'eux-mêmes ils retrouvent quelque chose là-dedans. Oui. OK, nice. Puis ton projet solo, là, t'es encore indie. Tout à fait. Dans le fond, c'est ça. J'ai accès quand même à de l'aide là, à travers Slam Disc aussi. Okay, j'étais avec d'autres labels dans le passé pour les concerts. Fait que c'est vraiment un peu de la production de spectacle ou ça pourrait être du booking en fait, mais comme je fais mon booking moi-même, j'ai pas cet aspect-là. Mais tout ce qui est production d'albums, tracking radio, relations de presse, ça c'est tout moi qui s'en occupe. Parce que dans le fond, à travers un label, tu peux avoir quelqu'un qui t'aide en 360, qui va faire tout. Puis tu as d'autres labels qui vont faire juste du booking pour toi, juste de la production de spectacle, juste de la production d'albums ou de l'édition, tu sais, si tu veux jouer dans les émissions de télé, les films. Mm-hmm. Ben moi, pour mon projet, je suis indépendant sur 90%, mettons. Mais j'ai un côté administration, qu'il y a quelqu'un qui envoie les contrats pour moi, qui fait les suivis, tout ça. Puis pour Frambâtard, ben là, c'est encore plus que le label fait parce qu'ils font notre production d'albums. OK, carrément. Fait que là, c'est eux qui ont payé le studio, qui ont payé les musiciens, tout ça. Wow. Puis qui vont s'occuper d'engager quelqu'un pour le tracking radio. Alors, ça nous enlève beaucoup ça nous donne beaucoup plus de temps. En fait, on gagne des libertés, mais comme je dis, ça vient aussi avec une équipe, donc avec des compromis à faire. Ouais. Ben oui, puis ils vont se prendre la cote qu'ils méritent selon le travail qu'ils ont mis et tout. Fait qu'il faut comme déléguer. Wow, vous avez été bon parce qu'après 15 ans de faire tout seul, des fois ça peut être c'est mon bébé. Mais il faut dire que Frambâtard, les musiciens avaient beaucoup changé. Okay. Puis les nouveaux musiciens, c'est des musiciens qui s'impliquent vraiment musicalement, mais qui avaient peut-être pas l'énergie ou le temps de s'impliquer dans un band autre que musicalement parce qu'ils ont 5-10 bands, parce qu'ils font de la musique de film, parce qu'ils font, tu sais. Alors là, de leur dire hey, tu peux-tu, s'il te plaît, envoyer des flyers, des affiches, ou tu peux-tu nous aider avec les réseaux sociaux? Ben, c'était peut-être moins possible. Alors là,
pas avoir eu d'équipe, je m'aurais ramassé encore à tout faire. Puis ça, c'était... Ouais, non, c'est de le faire juste avec mon projet, c'est déjà assez de temps. Là. Ouais, c'est ça. Puis ton projet, ça te tente pas de éventuellement déléguer un peu ou t'aimes ça tout gérer? Tu pourrais partir ton label presque? Ouais, mais ça m'est déjà passé par la tête. Moi, j'ai étudié en gestion d'ailleurs, fait que ça m'aide quand même. Ça. C'est ouais. En fait, quand j'ai commencé à faire de la musique, à un moment, j'ai étudié en cinéma. On était tous étudiants en cinéma. Puis je me suis dit, je vais aller prendre des cours de gestion parce que ça va m'aider pour ma carrière de comme. Parce que la réalité, c'est beaucoup de la job d'entrepreneur, de gestionnaire, tu sais, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On est le produit, puis il faut le vendre. C'est ça. Fait que mes cours de marketing, mes cours de gestion, ils me servent c'est comme si j'avais une entreprise qui est comme mes deux groupes de musique ensemble, là, c'est ça. Fait que les cours de gestion, ils me servent beaucoup pour ça. Là. Fait qu'au moins, tu as cette fibre-là, parce qu'il y a des artistes qui n'ont pas du tout la fibre entrepreneur, puis gestion. Fait que toi, au moins, c'est ça. Puis le nom, à partir de ton label, ça t'intéresse pas? Ben, j'ai pensé dans le passé, plus peut-être être gérant pour des groupes. Okay. Puis, j'ai fait un peu de booking. Je fais encore du booking des fois pour des groupes pour Slam Disc. Puis comme là, j'ai fait venir un groupe du Chili. Je leur ai booké une tournée d'un mois, tu sais. Parce que eux, ils m'avaient aidé au Chili. Fait que cet aspect-là, j'aime ça. Mais encore là, partir un label, c'est qu'à un moment, tu n'as plus le temps le côté artistique. Tu fais juste de la business. Puis pour avoir été gestionnaire quand j'ai fini l'université et tout ça, j'aime beaucoup plus faire de la musique quand même. Ouais. OK. Que, j'ai vécu les deux, là, d'arrêter de faire de la musique puis de faire de la gestion. Puis c'était pas mon... J'adorais ma job, mais c'était pas mon mode de vie. Là. La musique me manquait trop. Ouais, non, c'est ça. Puis, qu'est-ce que tu conseillerais à des artistes émergents qui cherchent à... Tu sais, ils aimeraient ça avoir une carrière indépendante, ou est-ce que tu leur suggères... allez-y la façon indépendante, ou tu leur suggérerais vous êtes peut-être mieux d'être avec un label quand même en 2024? Ouais, je dirais que ça dépend des personnalités. Puis c'est je dirais que ça vaut la peine de magasiner les labels en fonction de... On a peut-être le réflexe d'écrire à tous les labels parce que t'espères être signé, mais c'est pas tous les labels qui vont te servir de la même façon. Fait que de trouver des gens qui te ressemblent, avec qui tu as envie d'être. Puis je dirais même le même conseil pour les musiciens, là. Tu sais, ton label, tes musiciens, c'est du monde avec qui tu vas passer des heures et des heures dans ta vie, chaque semaine. Ouais. Tu sais, les musiciens vont peut-être passer au label une fois par mois, une fois ou 2 mois, mais ils interagissent avec la personne qui fait les contrats pour eux, ils interagissent avec la personne qui réserve l'hôtel pour eux. Alors, c'est important de trouver des gens qui te ressemblent. Puis, chaque label, les ententes vont être différentes. Chaque cas est différent. Fait que t'as un label qui va faire vraiment tout pour toi. Alors que peut-être que tu aurais juste besoin d'un label pour faire ta production d'album. Donc, je dirais de bien comprendre ça. Puis ça, c'est ce que je savais au début, quand on faisait de la musique, nous, on comprenait pas. On se disait, on va se trouver un label, ils vont tout faire. Puis finalement, on aurait peut-être eu besoin d'un producteur d'album au début. Ouais. Et le reste, j'aimais mieux le faire moi-même, tu sais. Mais ça, je comprenais pas ça avant d'avoir travaillé des labels, d'avoir eu ma compagnie de booking moi-même. Ouais, là, maintenant... Fait que je dirais, informez-vous comme il faut, puis magasinez comme il faut, parce que c'est pas tous les labels qui vont vous dire oui, mais ça vaut la peine de prioriser certains labels en fonction de ce que vous faites, puis de valider que les ententes font du sens avec ce que vous voulez aussi. Ouais. Tu as dit un peu plus tôt qu'à chaque sortie, tu as sorti tes chansons ou tes albums avec des labels? C'est ça que j'ai... Non, c'est vraiment pour les spectacles. Pour les spectacles. Pour mes albums, j'ai jamais sorti avec un label avant cet album-là. Avant celui-là, Frambâtard. OK. Fait que tu utilises comme les TuneCore, DistroKid, CD Baby de ce monde. J'avais un distributeur. J'avais un distributeur que je me souviens plus le nom. Oups. J'en ai eu un deuxième. On va le mettre au bas de l'écran quand ça va te revenir. Non, mais en fait, ça n'existe plus. Je pense que c'était Outside Music, ou c'était, je sais plus si c'était canadien ou nord-américain. C'était plus du milieu anglophone, mais qui faisait des groupes du Québec. Alors, j'avais un distributeur qu'on envoyait tout et qui le faisait pour nous en échange d'un pourcentage. Après ça, j'ai eu un distributeur au Québec, même chose, qui distribuait physique, parce que ma musique était dans les magasins. Puis l'année dernière, t'as vécu la belle époque quand même un peu. La fin. Ouais. Ben, j'étais ça à la fin. Mais l'année dernière, j'ai décidé de ne plus travailler avec un distributeur, de ramasser tous mes albums, mes vinyles qui étaient en magasin, parce que finalement l'entreposage coûtait presque plus cher que l'argent que je faisais. Ah, c'est fou. Parce que ton album physique, quand il passe d'un magasin, tu sais, là, on a moins ça aujourd'hui, mais il te restait quelques dollars par rapport au coût qui t'avait coûté, par rapport au distributeur qui prenait de l'argent, le magasin qui prenait de l'argent.
Fait qu'à un moment donné, j'ai dit, bon, je vais les vendre en ligne, je vais les vendre au spectacle. Ouais, au show, ouais, ça vend bien après ce show. T'en vends quelques-uns à chaque fois, fait que c'est le fun, mais d'avoir ça en magasin, tout ça, ça me tentait plus. Fait que maintenant, j'ai plus de distributeur physique, j'ai seulement le distributeur numérique. Là. T'es avec qui? Avec Slamdisk. Ils font la distribution. Même, dans le fond, Slamdisk, il y a 2 labels. Il y a Slamdisk, il y a L4 Breakfast. Puis ils font si vous voulez leur écrire, si vous avez un projet que, justement, vous faites tout vous-même, mais vous voulez quelqu'un vraiment pour faire de la distribution, ben L4 Breakfast, ils font ça. Là. Ils font du cas par cas. Fait que si tu veux chercher juste quelqu'un pour telle ou telle chose, tu peux leur écrire. Puis si le projet leur plaît, ben ils vont ils peuvent faire juste ça de la distribution. Fait que la différence, c'est que c'est eux qui vont envoyer à Believe ou pour que ça se rende partout sur les plateformes. Tu peux le faire toi-même aussi, là. C'est quand même accessible de le faire soi-même. Ouais, c'est ça. Moi, je fais tout DistroKid, CD Baby. Ouais. Là, on m'a parlé de distribution Amplitude pour les gens indie au Québec. Ouais, exact. Fait que je vais sûrement essayer ça. Mais ça aide-tu d'avoir un distributeur pour, par exemple, être sur des playlists officielles? Peut-être un peu, ou peut-être si ton distributeur est très connu, il a les bons contacts. Ça change pas grand-chose. Mais tu sais, c'est les... Moi, j'ai été mis sur une grosse playlist dans ma vie, puis c'est avec mon projet solo. Puis à cette époque-là, j'avais pas de distributeur. Je pense que ça se rend au Québec souvent à Believe, puis je peux pas expliquer exactement comment ça marche, c'est une question d'algorithme. Il y a quand même des gens qui travaillent à Spotify et tout. Mais je sais que moi j'étais sur une grosse playlist de reggae française en fait. Wow! Puis ça fait que j'ai une chanson qui a eu 100 000 écoutes. C'est principalement en France. Parce que là-bas, c'est ça. Si t'es sur une des playlists, ça va bien. T'sais. Parce que c'est vraiment... en tout cas, moi, la stratégie, le playlisting, là, c'est vraiment comme le Holy Grail, le Saint Graal. Ouais, mais c'est un petit peu compliqué parce qu'il y a plein de playlists qui vont te donner des écoutes, mais que c'est pas de la bonne rétention parce que ça, je dirais de faire attention avec ça. Là. Il y a des gens qui vont te proposer de te mettre sur une playlist. Tu vas avoir 10 000 écoutes, mais en réalité, il y en a pratiquement 0 qui vont te suivre parce que c'est soit fake ou soit c'est pas nécessairement quelque chose qui est bon pour ton projet. Fait que, des fois, c'est mieux d'être sur des plus petites playlists, comme les nouveautés francophones, tout ça, là, quand tu sors de nouvelles choses. Ça va te faire 250 écoutes, mais tu vas avoir 10 nouveaux abonnés qui vont te servir pour le futur et qui vont écouter ce que tu fais. Mais là, oui, c'est ça. Puis est-ce que les spectacles aussi, on peut les annoncer dans Spotify et tout? Ça te sert quand même? Ouais, ben là, je pense que ça a changé de plateforme dans Spotify pour les spectacles. Ah ouais, j'ai jamais fait encore. Avant, je le faisais tout le temps. Là, j'ai un peu lâché prise aussi sur ça. Okay. Mais oui, clairement, tu sais, Spotify, c'est à double tranchant. Là. Non, tu fais pas d'argent que ça. Mais oui, c'est arrivé que je fasse un show dans le Bas-Saint-Laurent puis que quelqu'un me dise j'ai écouté une playlist sur Spotify de reggae, je suis tombé sur toi, j'ai vu que tu jouais dans le Bas-Saint-Laurent, je suis venu. Alors ça se peut encore. Très cool, ouais. Sans que tu ailles à mettre d'efforts, tu sais. Fait que je pense que ça se peut encore. Mais je sais pas à quel point les gens vont aller regarder ça s'ils sont pas déjà fans de ton projet, là, tu sais. Ouais, c'est ça. Ben quoi, quand t'aimes assez la tune dans la playlist et que tu cliques suivre, là, tu les vois, là, les shows. Tu sais, moi, je sais que... Ou ils vont t'envoyer une alerte. Montréal, artiste, viens à Montréal. On reçoit des courriels sur ça maintenant. C'est ça. Fait que je me dis, bon, au moins, Spotify, ils payent pas, mais ils nous aident un peu à promouvoir les shows. Exact. Ah, puis tu fais découvrir à plein de nouveaux mondes. Il y a des bons côtés. C'est... L'argent est plus à la même place, je trouve, là, en ce moment, dans la musique, justement, parce que les plateformes... selon toi? Dans les concerts. Dans les concerts. Moi c'est ça ma principale source de revenus, les concerts. Après ça, la marchandise que tu vas en concert, c'est des beaux bonus, souvent. Ouais. Mais pour l'argent que je fais, mettons, avec le streaming, là, c'est en centaines de dollars, là, c'est pas en milliers de dollars. Puis les droits d'auteur aussi, là, si tu vas à la radio, tu vas aller chercher un petit peu d'argent. Encore là, j'en fais pas beaucoup, mais un 100$ par là, un 300$ par là. Ça accumule. C'est comme des petits bonus. C'est des petits bonus, à la fin de l'année. Exact. À la fin du trimestre. OK, cool. Alors, quelle est ta vision pour tes 2 projets pour les 3 à 5 prochaines années? C'est la grosse question. OK. Ouais. Je les ai envoyés d'avance, je savais, là. Ouais. Mais ça, c'est une question plus dure un peu, parce que Franc-Bâtard, ce qui est compliqué, c'est qu'on est beaucoup, puis que tout le monde a plusieurs projets. Je vais donner un exemple. L'année passée, justement, moi, j'étais allé au Chili, en Argentine. La trompettiste est allée elle joue dans des croisières, tu sais. Elle est allée des mois dans des croisières. Elle a joué en Chine, en tournant en Chine. Fait que là, de trouver une plage horaire, souvent c'est l'été au Québec, ou une tournée en Europe par année, tu sais. Ça, c'est quand même un défi quand tu joues avec des musiciens professionnels qui ont plein de bands et qui sont vraiment bons. Ils sont bons, c'est ça. Je suis très content qu'ils soient bons, mais les disponibilités, c'est un défi.
Fait que je sais pas si Framboitard, on va recommencer à rouler comme genre en 2015 où on faisait une tonne de concerts. Je pense que pour Framboitard, ça va dépendre aussi de la sortie de notre nouvel album. Là, on sort un nouvel album. On a sorti en 2 parties. On a sorti la première partie, puis on sort la deuxième à la fin de l'été. On est en train de faire le mixage. Nice. Fait que il va y avoir l'album physique, le vinyle, tout ça. Il va y avoir des beaux projets pour Framboitard. Puis on va faire des shows beaucoup l'été, des festivals, tout ça. Mais je suis pas sûr qu'on va tourner autant. Puis pour mon projet solo, ben ça c'est l'inverse. Comme je peux jouer avec plusieurs musiciens différents, j'offre plusieurs formules. Mais là, j'essaie de beaucoup jouer hors saison, un peu partout, de tourner, d'aller en Amérique latine. J'ai des offres de shows au Mexique. Fait que là, j'aimerais ça y aller. Puis moi, là, je m'en vais 5 mois là, en Europe en septembre. Ouais, wow, 5 mois, Puis ouais, je vais faire de la composition, puis du développement. Je veux faire un nouvel album solo, des collaborations. Il y a des labels avec qui j'ai envie de travailler, des petites équipes aussi en Europe. Je vais aller les rencontrer, je vais faire des événements pro. Puis je veux écrire des nouvelles chansons qui, j'espère, vont amener des nouveaux contacts, des nouveaux nouvelles rencontres. Fait que pour les 3 à 5 prochaines années, comme Framboitard, on va le prendre... Genre, tu vas prendre ce qui arrive. En fait, c'est que si l'album de Framboitard marche très bien, ça se peut que je tourne principalement avec Framboitard. Ouais, c'est ça. Parce que c'est un projet que j'aime. C'est juste que, comme je disais, vu qu'il y a plusieurs musiciens, ben, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de choses. C'est plus compliqué, tu sais. Alors, si on se fait offrir des super spectacles, je vais prioriser ça avec plaisir parce que c'est un projet que j'aime. Mais en fonction de ça, moi, j'ai mon projet à moi qui est plus flexible. Tu sais, c'est ça, puis tu peux le contrôler, c'est toi qui est le boss. Mais je veux faire un nouvel album de moi. Là, on sort un album de Framboitard. Là, mon dernier album date quand même de 2 ans et demi, ce qui est pas tant, mais en musique, ça apparaît. Tu sais. Puis je veux sortir de nouveaux singles parce que justement, on parlait de playlist tout à l'heure, ben ils vont pas mettre une chanson qui est sortie il y a 2 ans et demi sur une playlist. Il faut que tu aies du nouveau matériel. Ça, c'est un gros nouveau défi en musique aussi. Là, c'est pour ça que mettons, en rap sont bons. Là, ils sortent des singles un peu tout le temps, tu sais, au lieu du fonctionnement de l'album. Ben, je pense que ça va être ça mon défi dans la prochaine année. Là. Fait des salles, plus de tournées, des salles plus grosses, d'ici 5 ans. Pas trop grosses. Pas trop grosses. Parce que j'en ai eu quelques. On a fait on a fait les Nuits d'Afrique sur la grosse scène quelques fois. On a fait quelques gros shows en Europe, tout ça. C'est pas tant mon bag. Moi, ce que j'aime, c'est jouer dans une salle que les gens écoutent. J'aime mieux les plus petites salles parce que les gens qui viennent sont là pour toi. Ils écoutent. J'ai des textes engagés. J'aime quand même ça qu'à la fin, le monde a écouté un peu ce qu'on disait. Puis je trouve que quand tu fais des grosses scènes, moi, j'aime moins ça parce que le lendemain matin d'un festival, si t'es pas toi à la tête d'affiche, t'as joué l'après-midi, c'est très cool de dire que t'as joué au festival, mais t'as pas vendu de merch, t'as pas de nouvel abonné. T'as des milliers de personnes qui vont t'avoir écouté à moitié, qui vont avoir dansé, qui vont avoir aimé ça. Mais je trouve que quand on fait des petites salles, les 100 personnes qui sont là, mettons les 20 nouvelles personnes qui sont là, ben souvent les 20 vont venir te parler après le concert, puis tu crées quelque chose, tu sais. Fait que je suis vraiment pas fan des grosses salles. Ah, c'est intéressant. OK. Fait que, parfait. Je te souhaite... Je veux que mes petites salles soient pleines. Si c'est ça que je peux rêver, là, d'avoir, mettons, tout le temps plus que 100 personnes au concert, ça, c'est le fun. Mais, tu sais, j'ai déjà arrivé dans la même semaine que je joue devant 2000, puis 2 jours après, devant 10, 30, 20, 40, là, 2000. Puis finalement, mon show préféré, quand on arrive à la fin de la tournée, dans la van, on a fait 16 shows, 15 shows. C'est quoi votre show préféré? Personne nomme celui de 2000. Non, Parce que c'est ça, l'énergie, le partage, souvent, est vraiment plus fort quand tu joues devant 50 personnes qui t'écoutent, qui dansent, qui connaissent un petit peu tes textes, qui viennent te parler après, que quand tu joues devant 2000, puis après ça, tu t'en vas boire ta bière dans la loge, tu n'interagis pas avec le public. Moi, je suis un gars qui aime être avec le monde, là, tu sais, Nice. Oh, wow! C'était vraiment... T'as raison, 100%. Est-ce qu'il y a des erreurs que tu as commises dans le passé qu'il faudrait éviter? Mettons qu'on donne des conseils là, pour des jeunes artistes émergents. Ben, comme je disais tantôt, non, vraiment pas. Comme je disais tantôt, utilisez Google Maps. Maintenant, vous avez des outils incroyables. J'ai beaucoup d'histoires de tournées qu'on s'est perdu à cause des GPS, qu'on est arrivé en retard au concert. Mais ça, c'est quelque chose de tellement plus facile maintenant parce que tu as des données partout, tu sais. Ouais. Puis comme je disais, lors du booking, peut-être penser que si tu roules déjà
4 heures. Il va falloir que les musiciens s'arrêtent. Plus que tu as de musiciens, plus que tu t'arrêtes. Alors, de ne pas avoir trop de distance entre les concerts, quitte à prendre une journée off. Puis au pire, composer, là, tu sais. Ouais, puis il faudrait pas arriver en retard, dans le fond. On parlait de ponctualité tantôt. Ça, c'est mon conseil personnel. J'ai eu une salle de spectacle 3 ans. Puis les groupes de musique... Ben, je travaille pour une ville. Dans le fond, je fais de la culture pour une ville. Puis les groupes de musique qui arrivent 2-3 heures en retard, tu sais, quand t'es gestionnaire, puis que t'as des employés que tu payes, puis que tout le monde est en attente, tout ça, le groupe va être excellent. Ça se peut que la fois d'après, t'aies le goût de booker l'autre groupe excellent qui est pas arrivé 3 heures en retard. Meilleure proposition que je préfère, c'est quand même, c'est pas grave d'arriver un petit peu en retard, là, mais d'être quand même à ses affaires. C'est pas parce que t'es musicien que tout d'un coup t'as pas une vraie job puis que tout le monde s'en fout, parce que les gens avec qui tu vas interagir, premièrement, c'est souvent des bénévoles. Fait que si tu fais attendre des bénévoles 2 heures de temps d'une association qui crée leur festival en région, tu sais, qui font un festival par année, déjà eux sont là gratuitement, sont contents. Fait que sois vraiment gentil avec les bénévoles, c'est pas tout le monde qui fait ça. Puis c'est ça, sois fin avec le monde, puis je pense que c'est ça qui fait la différence, c'est ça qui fait que le monde va te rappeler, parce que finalement, quand tu bookes pour des salles, moi j'ai connu l'autre côté de booker pour des salles, puis tout ça, puis il y en a tellement des bons groupes, puis il y a tellement de monde qui chante bien, là, des bons chanteurs, des bonnes chanteuses, il y en a tellement, que qu'est-ce qui fait que les gens vont te rappeler, c'est beaucoup ton attitude, le fait d'avoir une bonne connexion, avec les organisateurs, avec la salle, avec les bénévoles, puis genre, pas te forcer à être gentil, là, sois gentil pour vrai, parce que ces gens-là sont là pour toi, puis comme s'ils n'organisent pas de show, t'es pas là, puis moi, à l'inverse, quand un groupe était gentil avec moi, si j'avais l'occasion après de donner une première partie à un groupe par rapport à un gros groupe, c'est ce groupe-là que je vais mettre en première partie. C'est même pas le meilleur, là, c'est celui avec qui t'as envie de passer du temps, puis celui que tes bénévoles ont fait « Ah, ils sont tellement cool », parce que la personne qui va être moyen que le bénévole, puis tout ça, ben personnellement, t'auras pas le goût de leur booker après. Ah, c'est bon ça, c'est un bon conseil. Il y a tellement de bons artistes, qu'est-ce qui va faire la différence? Qu'est-ce que le monde va se rappeler de toi? Ben oui, ton spectacle, mais la réalité, c'est que dans une salle qui va produire 300 shows par année, il y en a 100, 150 spectacles incroyables. Fait que qu'est-ce qui fait que tu vas durer dans le temps, puis qu'après 15 ans, les mêmes salles vont te rappeler, mais moi, je pense que c'est ça. Là, la personnalité, ce que tu dégages, que... Ah, c'est nice! On a pas mal fait le tour de mes questions. Ça fait 52 minutes, hein, je t'avais dit. Parfait. C'est à peu près ça, le... Yes! Mais vraiment, vraiment hot. Beau parcours. Est-ce que là, tu as dit un peu tes dates, là, la première partie de Franc-Batteur est sortie, c'est ça? Ouais, exact. Okay. Franc-Batteur, la face A de l'album est sortie il y a quelques mois. On a décidé de sortir ça en 2 parties. Ça va être dans le fond la face A et la face B du vinyle. Aller avec un petit concept. C'est cute comme concept, même sur Spotify. Puis tout. Exact. Est-ce que, là, c'est vraiment parce que, question encore une fois très égoïste de ma part, la face A, est-ce que quand vous allez sortir la face B, est-ce que ça va être back-à-back ou ça va être 2? Je ne sais pas, et c'est quelque chose que je me demande aussi. J'aimerais ça que l'album soit complet sur la même page, hein? Sur les plateformes, je veux dire. Mais c'est quand même des fois pas si simple que ça. Mais oui, le but, ça serait que ça soit tout ensemble. Tout ensemble. Si on peut. Mais si c'est en 2 parties, c'est pas si grave. Considérant que l'écoute, sauf pour vraiment les mélomanes, est souvent par playlist ou par chanson qu'ils aiment, ça n'a plus l'impact. Même si nous, on se force à faire un album avec une suite logique et tout ça. Ouais. Mais pour les vrais fans... qui aiment ça l'écouter du début à la fin, j'aimerais ça qu'il y ait ça. Puis ben on va avoir l'option quand même CD, vinyle encore. Puis on a beaucoup de dates. Fait que allez voir Franc-Batteur sur les réseaux sociaux. C'est en un mot, Franc-Batteur. Fait qu'allez voir ça. Puis sinon, Alex Paquette Reggae. C'est sur toutes les TikTok même. Oh! Instagram, Facebook, Alex Paquette Reggae. Tu fais une petite danse TikTok là, sur ta c'est nouveau TikTok. C'est de cette année. J'ai pas encore beaucoup d'abonnés. Fait que si vous voulez aller voir ça, je me force vraiment à faire du contenu qui fit avec TikTok. Mais j'ai créé ça cette année en me sentant un petit peu vieux. Mais bon. C'est pas grave, non, mais il y a tous les âges. TikTok, c'est comme, tu peux vraiment être... Moi, je trouve que c'est moins polished que genre Instagram. Tu peux faire un peu du contenu un peu moins beau. Ouais. Puis c'est correct, ça marche très bien. En fait, plus c'est naturel, mieux c'est. Ben oui, puis je suis du monde que je me douterais pas qu'il ferait ce genre de contenu-là, puis c'est vraiment le fun. Fait que c'est pas que j'avais quelque chose contre TikTok ou contre Instagram ou contre... En fait, ça commence à faire beaucoup de plateformes. C'est qu'en fait, j'aime ne pas être tout le temps sur mon téléphone. C'est ça. J'essaie de me créer des habitudes parce que
l'autre côté, quand tu fais de la musique, c'est que tu reçois des messages. Mettons, moi, j'ai 7 musiciens d'un projet, 6 dans l'autre. Ils ont tout le temps nécessairement des questions. Le label pour l'album de Framboitard a des questions. Les groupes que je produis, que je book, Tes salles ont de des booking questions. qui te répondent. Exact. Fait que les questions en continu. Fait que le fait d'être tout le temps sur les réseaux sociaux, ben tu composes pas. Puis là, moi, je veux composer. Fait que c'était aussi pour ça qu'on a engagé quelqu'un pour nous aider pour les réseaux. C'est pas que je peux pas le faire. Ah, mais c'est une job. Elle peut le faire mieux que moi, tant mieux. Mais c'est surtout que je veux avoir du temps pour faire de la musique parce qu'on est là pour faire de la musique T'sais, quand même. Là. C'est ça, exactement. Eh bien, merci beaucoup Merci à d'avoir toi. été là. Yes. Puis, donc, ça devrait sortir sous peu. Là. On va Parfait. avoir toutes tes dates de spectacle. Donc, à la prochaine. Merci. Ciao.